Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16 heures justes. Mesdames et messieurs, bienvenue. Décryptage sur le discours du chef de l'État aux tribunes des Nations Unies. Il a parlé sur le déplacement ou encore le départ des éléments de la MONUSCO, petit à petit qu'ils vont débarrasser le plancher. Il a rassuré qu'il y aura vraiment élection dans notre pays. Et puis il a fait des promesses sur plusieurs points. C'est par rapport à ce discours que nous allons décrypter avec mes invités. Conflit entre Kadima et son secrétaire exécutif. Nous posons des questions. Le secrétaire exécutif est celui qui détient la marmite de la CENI. Il y a un conflit, il a été suspendu. Pour les bonnes élections. Nous aurons au moins 3 invités, les 2 sont déjà dans nos murs. Jusque-là, il y a M. Serkit, il est analyste politique, à qui je dis bonsoir. Je salue également les téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir invité pour la première fois sur votre plateau. J'espère que le sujet sera débattu vraiment dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire par rapport à la thématique, sans toucher les vies privées. Et je compte sur votre professionnalisme pour ça. Sinon, Kinshasa, je ne sais pas si je dois vous poser la question. Negeni. C'est moi qui pose les questions. Ou soit que j'entre directement dans les vies privées. C'est votre discute de toutes les façons. Qu'est-ce qui vous a retenu votre attention au courant de la semaine? En fait, d'abord, la sortie du président de la République, tant attendu, donc c'est vraiment quelque chose de... À part ça c'est le sujet que nous allons débattre. Oui, il y a d'abord ça, mais également la situation sécuritaire à l'Est, parce qu'on ne doit pas se voiler la face. C'est une situation qui risque de tourner au rouge si nous ne faisons pas attention. Parce qu'on a appris beaucoup de choses, mais on a aussi constaté qu'il y a négligence par rapport à la prise en charge de ce qui a été fait là-bas, entre autres les massacres de nos concitoyens. Nous parlons de massacres parce que c'est sorti des armes que nous avons, nous, citoyens, achetées. Ça, c'est d'abord la première chose. La semaine passée a été marquée également par d'autres événements, entre autres, je ne sais pas si vous le citez, l'affaire comment est-ce qu'on appelle Congo Airways. Congo Airways, on en parle la semaine passée. En tout cas, c'est avec l'arme que je constate que nous gérons notre pays avec beaucoup de légèreté, puisqu'on ne pouvait pas arriver jusqu'à ce niveau. Il y avait déjà 3 appareils sur les 4 que Matata Ponyo avait laissés, qui étaient déjà en panne. Il aurait fallu déjà songer comment remédier à cette situation, c'est-à-dire soit en achetant des moteurs neufs, au cas où les épaves sont encore en bon état, au cas où les épaves ont déjà cédé, il aurait fallu que le gouvernement statue en urgence pour que ces appareils puissent être opérationnels ou alors acheter d'autres appareils afin de desservir le Congo. Est-ce que vous imaginez la grandeur, la taille du Congo et manquer de compagnie, alors que nous avions Air Zaïre à l'époque, qui faisait la fierté non seulement du Congo, mais de l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, c'est honteux de constater qu'un pays comme l'Éthiopie, qui n'a rien, mais son budget est majoritairement financé par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Pourquoi pas le Congo qui a les complexités, qui exigent 2 choses dans le secteur de transport, qui exigent, d'ailleurs je peux même dire 3, la compagnie aérienne, vu la dimension et le nombre de la population, qui exige également la voie ferroviaire, c'est-à-dire le train, qu'on relance le train. Il y avait un premier ministre ici qui était un ancien de l'ONATRA SNCC, Ilunga Ilunkamba. Il n'a rien fait. Nous avons deuxièmement et troisièmement d'ailleurs la voie maritime fluviale, le bief navigable du fleuve Congo, qu'on n'exploite même pas, alors que nous avons d'autres cours d'eau qui peuvent aussi être exploités. C'est dommage lorsqu'on prend... Selon vous, toutes ces situations que nous vivions, c'est un problème de leadership ou un problème de casting? Moi, je peux vous dire ceci. Le premier problème, c'est d'abord le choix. C'est-à-dire, depuis 2006, 2011, 2018, nous sommes passés par des forcing. C'est-à-dire, ces élections n'ont jamais été de vraies élections. Je vous donne un exemple. En 2018, on organise des élections qui sont plus ou moins bonnes. Mais la publication est entachée d'irrégularité.
Ça, tout le monde en a parlé, puisqu'on n'a pas publié le vrai résultat issu des urnes. C'est que l'expression de la population n'a pas été celle-là. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence numéro une, c'est d'abord les députés qui sont nommés. Ces députés qui sont nommés, qui ont la charge d'enquêter, de vérifier, de mener tout ce qu'il y a comme enquête auprès de l'exécutif, ne font pas leur tâche. Dites-moi, lorsqu'on a connu la situation de la RAM, est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Qu'est-ce que nous avons vu? Mais le ministre continue toujours à œuvrer. Donc il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Mais à cela, moi, je me résume à quelques points. Je veux vous dire, d'ailleurs, tout ce que je veux dire tournera autour de ces points-là. Je parle de l'impunité. Je parle de la corruption et de la bonne gouvernance. Tant que nos autorités n'arrivent pas à intérioriser ces 3 points, nous n'allons jamais nous développer, selon moi. À cela, je peux ajouter 2 petits points qui sont les conseillers et les avis des inspecteurs. Vous savez, lorsqu'on est bien entouré des bons conseillers, on a la possibilité, même si on n'a pas un bagage intellectuel, je ne sais pas moi comment est-ce qu'il faut dire, parce que tout le monde dit qu'il faut être, je ne sais pas, licencié ou professeur pour exercer les fonctions politiques, alors que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on est bien entouré par des bons conseillers, on produit quelque chose de correct, quelque chose de bon, quelque chose d'apprécié, quelque chose d'attendu par la population. Et lorsqu'on suit les rapports des inspecteurs, on ne peut jamais arriver à dire ce que Joseph Kabila dit et que Félix est en train de dire, c'est-à-dire j'ai été mal entouré. Le rapport des inspecteurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Par rapport à la justice, par exemple, mais c'est dans tous les secteurs qu'il y a des inspecteurs. Est-ce qu'ils exploitent les rapports des inspecteurs pour connaître ce qui se passe au niveau de la justice? Tout le monde se plaint que la justice n'exerce pas bien ses fonctions. Pourquoi? Simplement parce que les jugements sont mal rendus. Parce qu'ils ne jouent pas leur rôle. Ils ont pris la décision ferme que les policiers, les roulages, les autorités ne peuvent pas prendre la deuxième bande sur la voie routière. Décision prise au Conseil des ministres. Mais malheureusement, ceux qui doivent appliquer, la police, l'armée, ce sont les premiers qui brûlent cette mesure. On les voit, comment est-ce qu'ils brûlent les bandes. Deuxièmement, les magistrats qui en principe devraient aider la police et l'armée, les agents de l'ordre, disons, à réglementer cela, c'est-à-dire à vérifier qui sont en train de commettre des bévues, puisque c'est tout le monde finalement qui est chef. Alors au finish, nous avons quoi? Nous avons des hommes forts à la place des institutions. Or, si on avait des bons conseillers, si on suivait les rapports des inspecteurs, on n'allait pas aboutir à ce niveau de criminalité qui se vit à Kinshasa. On allait aussi dénicher, à partir des rapports des inspecteurs, on allait dénicher les traîtres, les infiltrés qui sont dans l'armée. À partir des rapports des inspecteurs, on allait savoir comment est-ce que les finances publiques sont gérées. Est-ce que vous ne voyez pas que cette question de l'insécurité, c'est une affaire, un dossier qui est très complexe? Non, il n'y a rien de complexe. C'est tout simplement question de prise de conscience. Ça fait combien de temps que nous déplorons l'agression congolaise par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi? Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons ramené l'EAC ici, qui est une bêtise. C'est une mauvaise politique tout simplement parce que les conseillers n'ont pas fourni leur travail. Si vous estimez que les conseillers sont contre-productifs, il faut les élarguer. Pourquoi les maintenir? D'abord, l'idée de ramener l'EAC au Congo, qui sont les bourreaux. Nous sommes agressés par qui? Par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Donc, on ne devrait même pas adhérer à l'EAC. Quel est l'avantage d'adhérer dans l'EAC? Bien au contraire, aujourd'hui, le président se lamente même. Il a dit clairement que le Kenya et l'Ouganda ne jouent pas franc jeu. Or, nous savons que l'EAC est piloté par principalement le Kenya et le Rwanda. Maintenant, à quoi bon? Nous appelons les bourreaux à venir pacifier l'Est. Conséquence, nous n'allons pas sécuriser. Donc, il n'y a aucune bonne politique pour la pacification de l'Est. Nous pleurnichons. D'ailleurs, Macron nous a dit très clairement
devant le président de la République, lors du point de presse qu'ils ont tenu, il a clairement dit, qu'est-ce que vous avez fait depuis 1994? Et la réponse, moi je l'ai entendu qu'avant-hier, du président de la République au sommet, il a dit, bon, le bilan, nous-mêmes devons nous prendre en charge. Mais c'est une honte. Comment expliquer qu'on puisse se décider à l'instant, donc depuis 1994, on n'a jamais pris conscience qu'il fallait se prendre en charge. Tout ça, ce sont des autorités qui ont été nommées. Je ne dis pas forcément tout le monde a été nommé, hein, il y a d'autres qui ont été élus, mais qui n'arrivent pas à exercer parce qu'ils sont piétinés par ceux qui ont été nommés. Voilà pourquoi moi je demande, en tout cas franchement, je demande à la population d'être vigilant, parce que résoudre le problème sécuritaire au Congo, alimentaire au Congo, tout ce qu'il y a comme problème au Congo, eau, électricité, lié au transport, etc., dépend de ce que nous allons faire lors des élections. Merci. Sécurisons nos voies, c'est vraiment important pour qu'on n'ait pas des autorités qui sont nommées. Merci beaucoup. Parlons, entrons dans le vif du sujet. Là, c'était les biscuits, vu qu'il est encore seul. Il a eu tout le temps de se déballer quand même. Vous avez suivi le discours du chef de l'État au tribune des Nations Unies. À quel état d'esprit avez-vous reçu ce discours? Je m'attendais à ce qu'il a, au point qu'il a évoqué. En tout cas, franchement, je m'attendais à ça. Il a évoqué tout ce qu'il y a de nécessaire. Mais disons que la MONUSCO doit vite, on doit accélérer le processus. Non, moi je crois il a été vraiment à côté, puisque tout est traité depuis. C'est la population d'ailleurs qui est en train de réclamer que la MONUSCO doit partir, puisque la MONUSCO ne fout absolument rien. Ce n'est pas en le disant aux tribunes que la MONUSCO fera quelque chose. Donc, s'ils avaient déjà pris des dispositions lors de la dernière session de 2022 pour planifier comment est-ce que la MONUSCO devrait partir, ça serait automatique. Mais il n'y a pas que la MONUSCO qui doit partir. Il y a également l'EAC qui doit partir. Les gens oublient cela. Ceux qui pillent, ceux qui facilitent l'insécurité, qui pillent la République démocratique du Congo, c'est entre autres la MONUSCO, mais il y a aussi l'EAC actuellement qui est officiellement installé au Congo. La MONUSCO doit également partir et l'EAC doit également partir. Donc on ne doit pas statuer que sur la MONUSCO, on doit également statuer sur l'EAC. Ils exercent des activités militaires et économiques sur notre sol sans notre avis. Donc par là, j'aimerais vraiment que l'on dise les choses assez clairement. Et dire par rapport à la situation... Soyez un peu concret, qu'ils disent quoi? Lorsqu'il dit que non, il souhaite l'accélération du départ de la MONUSCO, il a été déjà clair, non? Selon vous, vous voulez qu'il fasse des incantations ou comment? C'est-à-dire, il y avait d'autres points à évoquer. Comme quoi? Il a bien fait de le dire, mais il aurait pu le dire à d'autres termes. C'est-à-dire, nous attendions de lui dire que la MONUSCO a commis des exactions. Et c'est vrai, nous avons arrêté, ils ont tiré sur la population, alors qu'ils sont censés sécuriser cette même population. Ils ont pillé, on les a pris main dans le sac. Ils ont brûlé la barrière douanière, la frontière de l'Ouganda, entre l'Ouganda et la RDC. Ça c'est connu, c'est vu de tout le monde. Et ça a semé des désordres. Alors, il fallait dénoncer tout cela, les bévues de la MONUSCO, pour activer la procédure de départ de la MONUSCO. Tant qu'on n'arrive pas à évoquer tout cela, alors il faut attendre encore une année. Voilà que la MONUSCO, moi j'ai lu, je ne sais pas si c'est quelque chose de falsifié dans les réseaux sociaux, puisqu'on peut tout dans les réseaux sociaux. Ils ont dit, la MONUSCO a dit, les Nations Unies a dit, ils vont statuer sur notre situation à partir du 20 décembre. Donc, ils observent le processus électoral d'abord, comment ça va se dérouler, et puis à partir du 20 décembre, ils vont statuer là-dessus. Donc, par là, c'est supposé, entendu que ils font fi par rapport à ce que nous disons, ils réceptionnent, mais ils font fi. Nous avons également vu comment est-ce que notre ministre des Affaires étrangères a clairement dit que la manière dont on l'a répondu par rapport à la correspondance n'est pas
la personne habilitée. Donc, quelque part, notre diplomatie, on sent que il y a quand même beaucoup de lacunes. Bon, il n'a pas parlé que de la MONUSCO. Je venais de dire tantôt que grâce à ce que Macron a dit, le président de la République était obligé de changer la manière de dire les choses en disant que nous voulons nous prendre réellement en charge, mais nous prendre réellement en charge en ayant l'EAC sur notre sol. Ah non, là nous ne sommes pas d'accord parce qu'il ne joue pas franc jeu. Lui-même l'a dit et il a pointé du doigt comme ça devant les caméras, indiquant à ce général-là l'ancien général qui était chef des opérations militaires en République démocratique du Congo de la part de l'EAC, que la mission est nous avons vu beaucoup de choses. Alors, qu'il fasse partir l'EAC, au lieu de parler d'autres choses, on a vraiment besoin de faire partie ces gens-là. Il a parlé des sanctions de personnes qui ont pataugé dans les dossiers sales, tueries, massacres et consorts. Là, je félicite. Il a droit, il a aussi bien fait de le dire, parce que ça en est de trop. Mais je regrette tout simplement que notre diplomatie n'ait pas préparé tout ça bien avant. On aurait pu déclarer cela depuis le début de mandat, première comparution aux tribunes des Nations Unies, etc., jusqu'à obtenir gain de cause. Alors, le dire à la fin de son mandat, bon, tout ça, je venais de le dire tantôt, si on a de bons conseillers, on sait ficeler les choses et dire ce qu'il faut dire maintenant, après. En parlant de bons conseillers, alors si le chef lui-même n'écoute pas, vous allez toujours accuser les conseillers? Vous serez d'accord avec moi que la plupart des autorités étrangères, lorsqu'ils viennent ici, ils disent que vous avez un problème d'homme au Congo. Donc, savoir choisir de bons conseillers fait que vous puissiez avoir de bons résultats demain. Si aujourd'hui, ils ne font que copier ce que nous disons à la télé, ou ils ne font que museler ceux qui disent la vérité à la télé ou à la place publique, c'est vraiment regrettable. Sous d'autres cieux, qu'est-ce qu'on fait? On réunit ceux qui réfléchissent. On réunit les matières grises qui pensent sur les dossiers, les questions X ou Y. On les met ensemble pour réfléchir comment est-ce que le Congo peut avancer. Moi, j'avais loué lorsque le président de la République avait dit que, bon, désormais, Batoubako, venez, on fait un bloc pour vaincre, pour terminer la guerre. Moi, j'aurais souhaité, à cette époque-là, qu'il fasse le pas vers les opposants, afin de mettre en place une politique de défense. Alors, tout le monde était d'accord avec cette idée, mais du coup, le président était le premier à se retirer de ça. Dites-moi, lui-même, qu'est-ce qu'il a fait comme pas vers les autres pour statuer sur la question sécuritaire en République démocratique du Congo? C'est une question qui devait nous unir. Qui vous a dit que les gens, tous, ils sont simplement assoiffés du pouvoir? Tout le monde ne doit pas être président. On a combien de populations qui peuvent accéder à cette magistrature, à ce siège? Mais s'ils ne le peuvent pas, c'est parce que quelque part, c'est la population qui décide, ou c'est Dieu qui décide, ou c'est la communauté internationale qui décide, puisque accéder au pouvoir dans les pays sous-développés, on connaît comment ça se passe. Ça se passe comment? Donc, par là, je ferme la parenthèse, parce que le président lui-même l'a dit, dans ses points de presse, il a dit, amenez-moi les preuves si j'ai eu des combines avec l'ancien régime. Eh bien, on a vu combien de choses, de trucs qui ont défilé dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'était vraiment... Comment je veux dire, c'était important qu'ils disent ça devant la tribu des Nations Unies. Vous savez, c'est ça avoir des conseillers, hein, des bons conseillers. Si tu n'as pas de bons conseillers, je me souviens, Macron lui a taclé ici sur place, ici au Congo. Ici, oui. Que nous savons tous bien qu'il y a eu l'arrangement à l'africaine, que c'est Herman Cohen, c'est Herman, l'ambassadeur là, on avait aussi en parlé. Est-ce qu'il était vraiment important, Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, est-ce qu'il était important vraiment qu'il non, d'abord pour Corneille Nangaa, moi je n'aimerais pas vraiment qu'on le considère comme tel, puisque il avait cette latitude de dire non. Pourquoi il ne l'a pas dit? Et s'il est dit aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse l'arrêter. C'est un être humain, il devait aussi sauvegarder sa vie, non? Non, je vous dis, s'il le dit aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse l'arrêter. Parce qu'il était là pour dire que la vérité, ce qui a été publié. Pourquoi? Déjà, il est sécurisé, déjà, il est entouré, il a ce que les autres ont dit, l'agenda, le carnet d'adresse. Il pouvait tout simplement se réfugier dans une ambassade pour dire que, bon, le vrai résultat, le voici. Pour que les gens... Et puis, pourquoi attendre 4-5 ans pour venir le dire?
C'est mettre les gens mal à l'aise. Nous savons tous comment est-ce que les élections se sont déroulées. Moi, je le dis si haut, les élections de 2018, à comparer avec les élections de 2011, en tout cas 2018, c'était bien organisé. À la différence, c'était quoi? Lors de la publication a été entachée d'irrégularités qu'on ne peut même pas mesurer. C'est-à-dire, on n'a pas publié les vrais résultats compilés. Il y a eu même des publications des bureaux et des centres de vote non compilés. On a publié des résultats venant d'où on ne sait pas. Il y a eu des clés USB qui ont circulé. Tout le monde en a parlé. Le déroulé des élections, c'était correct, mais la publication était incorrecte. Alors, pour revenir par rapport à ce qui a été dit à la tribune des Nations Unies, il faut effectivement sanctionner ceux qui commettent des exactions au Congo. Il faut vraiment les sanctionner. Il faut effectivement ne pas dialoguer avec le M23. C'est l'erreur qu'a fait les 18 ans de mandat de Joseph Kabila. Ça nous a affaiblis, ça a permis à ce que nous puissions être infiltrés. Il faut se méfier des sanctions des États-Unis, bien qu'on a félicité. Moi, je loue encore le président nigérien qui a dit exactement on doit soutenir la RDC à sortir de ce qu'il vit actuellement. Donc c'est vraiment honteux, mais dire que les gens nous ont quand même jeté de l'éloge comme ça, le président nigérien, coup de chapeau. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi en parler de plus en plus dans nos apparitions télévisées, pour que l'on sache que l'Afrique est quand même en train de se soulever lorsque les présidents prennent conscience que sans le Congo, le développement de l'Afrique serait hypothétique. Est-ce que les Congolais eux-mêmes prennent conscience? Je pense que les Congolais ont conscience, mais il y a des autorités conscientes. Non, ça non. Ça, je dis franchement, en tout cas, s'il y a des autorités conscientes, ils sont là, mais ils sont en... Hein? Donc, comme ceux qui ont fait les exceptions, comme les Koutoumissa Kyota, je cite son nom parce que à l'époque... Le professeur Koutoumissa Kyota, je salue. Voilà, donc à l'époque, je me rappelle, les examens d'État, c'était du n'importe quoi, mais grâce à lui, les gens se sont réveillés, ils se sont dit, donc c'est ça l'éveil patriotique. Si on pouvait continuer dans cet élan-là, hein, le niveau de Congolais devrait être plus loin. Mais malheureusement, on n'aime pas des gens comme ça. Et il y a encore d'autres cas à citer. Moi, je peux continuer à citer, mais malheureusement, il y a... Ouvrons un peu cette parenthèse en citant Koutoumissa, s'il vous plaît. C'est vrai que ce n'est pas... Je ne le connais pas. Hein. Les gens penseront que peut-être j'ai des relations avec lui, mais je ne le connais pas. Dans notre sujet du jour, oui. Un mot par rapport... je ne sais pas, le repêchage, le recours des examens d'État. Voilà, justement, si j'ai briefé cela, c'est parce que c'est une honte aujourd'hui, la publication des recours. Bon, certes, les recours existent depuis longtemps, mais ça n'avait pas cette ampleur. Mais nous devons retenir quelque chose. Avant cette publication, il y avait déjà des polémiques. Il y a eu même des publications erronées. On publie des anciens résultats et le gouvernement a nié que c'était faux. Et les mêmes écoles viennent d'être publiées sur base des recours. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent nous expliquer? Moi, j'aimerais qu'ils passent quand même à la télévision pour nous expliquer. Alors maintenant, si on doit comparer l'époque actuelle avec la nouvelle technologie et l'époque de Koutoumissa Kyota, qui avait publié, à l'époque, il n'avait pas du matériel sophistiqué comme actuellement, mais moi, je dis que c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir de bons conseillers. Or, les ministres sont les premiers conseillers du Premier ministre, à part les conseillers, évidemment, qui sont nommés et qui doivent travailler autour du Premier ministre. Mais c'est eux qui sont à l'exécutif. Lorsqu'ils produisent des mauvais résultats comme ça, c'est vraiment honteux. Mais il n'y a pas que ça. Lui-même, le ministre, est-ce que ses conseillers sont capables de bien étudier les dossiers? On a vu combien de dossiers sales. Vous voyez, donc l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, nous, au lieu de faire ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons des hommes forts et les institutions deviennent de plus en plus faibles. On voit un ministre des Finances qui est trop fort et au finish, on voit des expatriés... Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Au lieu d'avoir des institutions fortes, on a des hommes forts. Une bonne question. Ce qui est à la base de tout ça, c'est ce que je venais de vous dire, la corruption. L'impunité. La gouvernance. Donc, tant qu'on n'arrive pas à lutter contre la corruption,
on ne va jamais évoluer. C'est la corruption qui ronge la justice. C'est la corruption qui ronge les entreprises publiques. Les circuits, même financiers, partout, là, il y a la corruption au Congo. C'est partout. Même dans des trucs banals, il y a la corruption. L'impunité, c'est-à-dire les hommes forts à la place des institutions. Dites-moi, l'Ukraine arrive à sanctionner ses généraux, ses hauts gradés, ses ministres. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Alors que nous disons qu'il y a l'infiltration, il y a la traîtrise, qu'est-ce que nous faisons? Rien du tout. À la place, on est en train de museler ceux qui sont en train de dire tout haut ce qui devrait être fait. Vous voyez d'où je pars? Et puis, la gouvernance. La gouvernance, c'est-à-dire, lorsque nous avons des gens qui incarnent l'idéologie, en tout cas, les choses vont évoluer. Je vous donne qu'un exemple. Mouzé, lorsqu'il est entré, qu'est-ce qu'il a fait pour que le Congo change du coup? N'est-ce pas qu'il y avait les gens qui... non, il n'y avait pas les gens, mais on se promenait dans le bus à plus de 30 personnes dans un bus de 16 passagers. Mama Kotisa Makolo Kabola a fait ceci, le receveur était dehors. Mais à son arrivée, tout cela est fini. Et qu'est-ce que nous avons encore constaté? Nous avons constaté que le salaire, un militaire allait au guichet, il touchait son billet de $100. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le fonds congolais qu'il a émis était fort. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le service national, ce n'est pas comme actuellement. Actuellement, le service national est financé à coût de plusieurs dizaines de millions de dollars, mais le résultat sur le terrain. Vous voyez? Répondre à ma question, oui, mais sous un autre angle. Oui. Par rapport à ce que vous avez énuméré comme exemple de la bonne gouvernance émanant du feu de Mouzé Laurent Kabila, aujourd'hui nous avons un sérieux problème. J'aimerais un peu savoir, c'est un problème de leadership ou de compétences? Écoutez, le leadership, des volontés. Le leadership, c'est quelque chose. La compétence en est une autre. Lorsque je vous ai donné l'exemple de Mouzé, ce n'est pas à dire que je vous ai donné un modèle. Je vous ai donné le modèle de gestion, de changement. Lui, lorsqu'il est venu avec une idéologie. C'est-à-dire, un leader vient avec des idéologies. Vous voyez, il vient avec des idéologies. Et la gouvernance, c'est quoi? Sur le terrain, vous voyez qu'il a sanctionné même ses propres ministres. Il les a incarcérés en prison. Et ce n'est pas des procès comme les procès actuels où on est blanchi après quelques temps sans même retourner l'argent. Lui, non, ce n'est pas le cas. Réduction du train de vie du gouvernement. Depuis combien de temps on le dit? Mais qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, nos autorités roulent des véhicules qui ne sont même pas blindés, mais qui coûtent plus de 180 000 $. Est-ce normal alors qu'on a besoin de réduire le train de vie? Ça, c'est la gouvernance. Alors, maintenant, s'il faut faire la part des choses, on a plusieurs leaders, on a plusieurs leaders, mais on n'a pas de bons managers. Donc, pour avoir de bons managers, il faut être bien conseillé. Et pour être bien conseillé, ça dépend de la personne qui a le pouvoir. Donc, le Premier ministre a le pouvoir, le président de la République a le pouvoir, le président de l'Assemblée nationale a le pouvoir, le président de la justice de la haute cour judiciaire a le pouvoir, les 9 juges de la cour constitutionnelle ont le pouvoir, le président du Sénat ont le pouvoir, les mandataires publics ont le pouvoir, les ministres ont le pouvoir, les gouverneurs ont le pouvoir. Ce sont aussi des leaders. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à bien manager? C'est ça la gouvernance. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Excès des ailes, ils oublient, ils sont plongés dans la corruption. Familiarité. Tout ça. Alors, lorsque les autorités viennent d'ailleurs, ils disent carrément, alors, bon, na Congo, vous avez un problème d'homme. Un problème d'homme. Ce n'est pas dire qu'il y a un problème de leadership, il y a plusieurs leaders. Mais ils sont des leaders peut-être plongés dans le sale coup. Je peux vous dire, Mwanga Chouchou, c'était un leader du coin. Mais il est plongé dans quoi? Dans l'insécurité à l'Est. Est-ce qu'on peut louer que c'est vraiment un leader modèle? Mais la gouvernance, c'est vraiment autre chose. Donc, c'est-à-dire, dans la gouvernance, nous voyons, on te donne la chose publique
Et on veut que, à partir de X, que tu puisses atteindre Y. Mais toi, au lieu d'atteindre Y, tu ne fais que tournoyer, tournoyer, tournoyer. Alors que si on compare le Congo à d'autres pays, le Congo est potentiellement riche en sol, en sous-sol, en ressources humaines. Donc, pour le développement du Congo, il suffit de claquer, d'organiser les recettes, de serrer un peu partout, et vous avez le développement. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? À Nzambaya Kosala, et puis on appelle les bailleurs de fonds pour venir investir au Congo. Ça, c'est une honte, je vous le dis. C'est vraiment une honte. On devrait, à notre niveau, on devrait réfléchir autrement. Les Émirats Arabes Unis, qu'est-ce qu'ils font? Actuellement, même la Chine, qu'est-ce qu'ils font? D'autres pays en voie de développement, qu'on appelle les pays en voie de développement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font plus appel aux investisseurs pour... Maître Jean-Louis Essoma vient arriver sur ce plateau. Il a été empêché par les embouteillages. Monstre, malheureusement, il est quand même arrivé. Maître Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir, Madame Minoufer. Comment allez-vous? Non, stressé par les embouteillages, mais sinon ça va. Maître Jean-Louis, entrons déjà dans le vif du sujet. Votre co-débatteur a eu le temps de se déballer par rapport au discours de vous. Le discours du président Félix, c'est une adresse ordinaire. C'est déjà entendu. Le peuple congolais entendait quelque chose d'extraordinaire sortir de ses assises. Mais le président a choisi ses termes. Vous savez, madame, nous sommes très attentifs à ce qui se passe à l'ONU. Je me rappelle en 1979, lorsque le feu maréchal Mobutu prenait la parole pour enseigner l'Assemblée plénière de l'ONU, depuis lors, aucun président n'a fait mieux que lui. Et ça, tout le monde le sait. Le discours ou l'adresse du président de la République, nous disons que c'est une adresse ordinaire parce que c'est déjà entendu. Au-delà de ce fait d'être ordinaire, quelques inquiétudes ou déceptions ressortent de ce discours du fait que le président de la République, je ne peux pas dire qu'il a confondu, qu'il était devant une assemblée générale de l'ONU, mais plutôt certaines choses qui ont été dites ne valaient pas de la peine. Comme quoi? La déclaration à la candidature présidentielle. Ce n'est pas l'endroit indiqué. Le président de la République n'est pas en face des Congolais, il est en face du monde. On traite des questions du monde. Il en a scripté, mais il est allé au-delà. Voilà un peu... c'est au bureau du président de la République de bien faire des choses. Mais dans l'ensemble, il a dit c'est une adresse ordinaire. Mais il a rassuré qu'il y aura des élections, non? Madame, je vous dis, ce n'était pas l'endroit... Il a promis aussi que ceux qui ont tué seront sanctionnés. Au niveau de la politique internationale, là, nous disons des choses qui concernent le monde. Notamment les agressions, notamment les injustices. Mais aller devant... l'Assemblée de l'ONU s'est déclaré candidat. Je me dis, il y a combien d'électeurs là-bas? Il n'y en a pas. Hein, ça nous a un peu frustrés. Ce n'est pas ce qu'on entendait de cette adresse. Vous voulez qu'ils disent quoi? Je vous parle de la politique internationale. L'adresse de mon chef de l'État était plutôt plaintive. C'était comme une plainte. On n'a pas senti vraiment la virulence d'un État puissant qui parle, qui veut s'imposer, mais au travers des déclarations, c'est pas ressorti. Donc, c'est avec toute modestie, je ne suis pas obligé de commenter les discours du président de la République, mais néanmoins, c'est une adresse ordinaire. Toujours avec vous, nous parlons un peu sur le second sujet par rapport au conflit entre Kadima et son secrétaire exécutif. Comment vous avez reçu cette nouvelle? Madame, c'est un conflit d'intérêts. Combien même des chefs de l'État nous a rassuré qu'il y aura élection? C'est un conflit d'intérêts, c'est un conflit d'État. Ce conflit revêt un double intérêt. Comment? D'abord l'État, parce qu'il s'agit de l'affaire de l'État. Les élections sont constitutionnelles, madame. Les élections
concerne notre avenir qui peut être cautionné d'une manière ou d'une autre. Et dès lors, des individus qui gèrent le processus électoral ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce qui doit se dérouler comme les élections, mais c'est nous stresser, nous des candidats, madame. Vous savez que nous sommes dans une opposition républicaine. Nous voulons qu'il y ait alternance, un bon changement. Mais ces bons changements doivent passer par des bonnes élections. Les élections transparentes, les élections équitables, les élections indépendantes. Mais les décors plantés par les conflits, M. Kadima et son secrétaire exécutif national, ne plaît pas aux candidats que nous sommes, ne nous rassure pas qu'il y aura des bonnes élections. Voyez-vous, madame, la Constitution nous demande à ce qu'après 5 ans, après un mandat présidentiel, il faut organiser des élections. Mais dans ce pays, parce que nous avons commencé à lutter pas aujourd'hui, nous avons commencé à lutter pour dénoncer des élections chaotiques organisées dans ce pays depuis 2006. Vous vous rappelez les conflits qui ont opposé les MLC plutôt, au PPRD à l'époque. Les conflits entre les deux présidentiels, Jean-Pierre Mbemba et M. Kabila. Vous vous rappelez en 2011, les conflits qui ont perduré sur la vérité des urnes de mon grand-maître, Papa Etienne Tshisekedi Mulumba et M. Kabila. Je ne peux plus aussi vous rappeler les dernières élections de 2018 où M. Fayoulou, jusqu'aujourd'hui, réclame sa victoire. Donc, madame, cet assemblage des élections chaotiques, nous avons voulu que cette fois-ci, M. Kadima et son équipe puissent nous produire des bonnes élections qui ne peuvent pas déchirer notre État, qui ne peuvent pas mettre à mésentente tout un pays. Selon vous, ce conflit-là est dû à quoi? Je vous ai dit, c'est un conflit d'État, parce qu'il s'agit des élections, et c'est un conflit d'intérêts, parce que les violons ne s'accordent pas. Il y a une contradiction entre le président de la CENI et le secrétariat exécutif national. Ils ne s'accordent pas. Une partie dit une autre dit une chose, et se contredisent. Et voilà maintenant, nous les électeurs, nous tombons sous ces coups parce que nous allons payer le prix cash dès lors que les élections seront mal organisées. Mais, madame, ils n'ont pas eu pitié de nous. Les paix d'argent acquis par l'effort, pas par l'effort de l'État, mais par nos efforts personnels, ont fait à ce que nous puissions payer nos cautions. Du reste, c'est non remboursable. Et si on nous produit des élections chaotiques, allez-y comprendre. Mais on doit encore balkaniser les pays. Les pays se répartis. Et c'est le moment de dénoncer. Bref, nous, électeurs, nous, candidats, nous n'avons pas besoin de ce scénario qui est en train de planter la CENI. Ça nous frustre et ça nous stresse. En tout cas, monsieur de la CENI, vous êtes un organe. Nous voulons que vous soyez indépendante dans votre mission. Nous voulons que vous soyez transparente dans votre mission. Laissez nous produire des spectacles désolants à moins de 60 jours des élections. Il y a une confusion. Les scènes suspendues. Il y aura bien des élections. Voilà. Madame, moi je suis optimiste. Vous n'êtes pas dubitatif? Non, je suis optimiste et aussi dubitatif. Pourquoi je suis optimiste? Nous voulons les élections. Nous ne voulons pas que le président Félix ait un jour de plus après le 20. Non. C'est pourquoi nous voulons les élections. Et c'est constitutionnel, madame. Aller au-delà de ça, ou faire le contraire de ça, mais le président va s'exposer à l'article 64 de la Constitution, madame. Le président doit cesser. Nous allons cesser à l'appeler le président de la République. Et vous oubliez aussi que le président reste en fonction jusqu'à ce qu'il y ait organisation des nouvelles élections. Hein? Madame, ça c'était une interprétation erronée de l'ancienne Cour constitutionnelle, madame. Vous ne me direz pas que ça va tenir maintenant. Est-ce que vous imaginez à chaque minute combien de Congolais perdent de vie à cause de la vie chère, à cause de la non prise en charge par l'État congolais? La protection, elle n'est pas là. Et donc, nous voulons les élections dans les délais. Si la CENI ne nous produit pas les élections dans les délais, le peuple se prendra en charge, comme nous a toujours appris mon grand maître, Papa Etienne Tshisekedi. C'est moi, je suis de l'école de Tshisekedi, madame. Merci. Et je suis fier de défendre mon grand maître. Merci beaucoup. Contrairement aux autres qui, aujourd'hui, ils commencent les laits du pouvoir. Ils ont oublié les fondamentaux.
Mais nous, nous demeurons dans les fondamentaux. Nous sommes les gardiens du temple de la démocratie. Nous allons les défendre. Vous continuez à garder les monnières. Mais vous l'avez vu, madame. C'est moi le vrai Tshisekedi, c'est sur ce plateau. Merci beaucoup. Je passe la parole à Justin Bouloba. Il est aussi arrivé en retard. On n'a pas le choix. Bonsoir. Bonsoir, madame. Pourquoi ce grand retard? On tient à s'excuser. Vous savez que ça ne figure pas parmi nos habitudes, mais les désagréments. Les désagréments parce que, bon, comprenez que j'étais chargé dans une commission où je devais quand même répondre à d'autres désidérata. Mais quand j'ai compris que, en fait, c'est cette émission, je ne pouvais pas aussi m'en passer. Voilà la raison pour laquelle je me suis quand même je commence directement notre question. Je combine les deux sujets à la fois. Parce que nous tendons aussi vers la fin. J'aimerais savoir comment avez-vous reçu le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies? Waouh, ça c'est une très bonne question. Je tiens rapidement à saluer mes co-débatteurs sur le plateau, parce que la coutume nous l'exige. Nous avons salué les discours avec une grande... En fait, avec l'enthousiasme, et puis nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État à cause d'un discours. C'est un discours historique, madame. Un discours historique. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ensemble avec moi que c'est pour la toute première fois qu'un chef de l'État, de son niveau, en République démocratique du Congo, qu'il dise la position nette de la République démocratique du Congo par rapport aussi à la communauté internationale. Souvenez-vous du discours du maréchal Mobutu? Je connais le discours du maréchal Mobutu, c'est vrai, c'était historique, mais maréchal, quand vous prenez les contextes, madame, ce n'est pas le même contexte. Nous sommes dans un contexte où le chef de l'État dit que nous devons prendre notre destin en main. Je ne sais pas si vous avez suivi les discours. Et de deux, c'était un discours, vous savez, aujourd'hui avec l'Assemblée générale des Nations Unies, en fait, c'était question de booster les États, afin qu'ils puissent mettre leur batterie en marche, afin de répondre aux exigences des objectifs de développement durable, certainement qu'on va balancer ou évaluer d'ici 2030. Mais c'est là le débat, parce que le débat n'est pas autour de ce que le chef de l'État dit. Oui, c'est vrai, il a dit au sujet de la MONUSCO, les gens peuvent interpréter. Mais nous, nous étions focalisés sur les objectifs de développement durable. C'est ça le vrai débat. Parmi les 7 objectifs, Tshisekedi avec les 4 ans, qu'est-ce que Tshisekedi a réalisé? Parce qu'en 2015, vous êtes sans ignorer qu'en 2015, on avait fait le bilan des OMD autrefois, les objectifs du millénaire, les objectifs de développement du millénaire autrefois, qu'on a basculé plus tard en ODD. On n'avait atteint aucun objectif sur les 8 objectifs, parce que moi-même, je suis spécialiste dans ces domaines. Aujourd'hui, avec les 17 objectifs, madame, je peux vous dire aujourd'hui que si nous commençons ici à énumérer chaque objectif par objectif, en commençant déjà par l'universalité de l'éducation primaire pour tous, que c'est quelque chose que je ne peux pas ici commencer à inventer. Vous connaissez tous avec la gratuité de l'enseignement. Nous avons quand même atteint, bien qu'il y a d'autres méandres qu'il faut faire. Peut-être que vous avez suivi son excellence Tony Mwaba qui dit donc son souci c'est d'appliquer maintenant la qualité de l'enseignement. Exactement. Il n'y a plus de débat au niveau de la gratuité, parce que quand vous prenez l'objectif numéro 1, nous allons y arriver. Ne tenez pas toujours à critiquer. Comprenez aussi, en fait, c'est quelque chose qui est venu, en fait, pourquoi les gens doivent recourir à ce que nous appelons aujourd'hui, en fait, les gens doivent faire recours. Ça n'existait pas dans ces pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde universel où on dit quand même que le monde est devenu le village planétaire, où la NTIC est au centre de tout. Quand quelqu'un se sent, peut-être qu'il a été lésé quelque part, il a droit de passer à un recours. Le recours n'est pas quelque chose, c'est pas le sexe de l'ange, permettez-moi de vous dire. C'est pour la première fois, sous d'autres cieux, comparé à ce que nous sommes en train de dire, vous allez trouver que ce n'est pas un débat. Ça s'est fait sous d'autres cieux, c'est une innovation. Vous savez, même quand nous sommes passés à la télévision, quand nous avons basculé à la télévision numérique terrestre, vous savez comment cela fait des brouillards partout, madame. Mais nous, on comprenait que c'était une nouvelle technologie, que les gens devraient s'adapter. Vous savez, quand il faut s'adapter, il ne faut pas suivre des fois ce que les gens disent, ce que certains... Non, il faut voir l'intérêt général de tout un chacun.
les recours est possible. Quand je me sens lésé, il vous avait dit que c'est un état de droit. L'état de droit aussi, dans d'autres paramètres, c'est quoi? C'est quand je suis lésé, je passe au recours pour... La qualité aussi fait partie de l'état de droit. Je vous ai dit que nous sommes arrivés, nous sommes en train d'y aller parce que Tony Mwaba dit que c'est son champ de bataille, en fait, c'est son deuxième champ de bataille. Moi, j'étais en train de ramener l'enseignement dans ce secteur pour qu'on fasse au moins, en fait, le bilan sur les 7 objectifs de développement durable, en passant un objectif à un autre. Je ne vais pas essayer de citer la gratuité de la maternité. Parce que les gens pensent que c'est le chef de l'État qui a instauré ça. Non, il a un agenda que la communauté internationale vous ajoutez, vous accordez, vous encore vous instaurez des mesures populistes à laquelle vous ne serez pas à mesure. Quand vous parlez de la gratuité de la maternité, il y a plein de chèques ici dans la rue auxquels on ne prend pas soin d'eux. L'affaire sociale n'y arrive pas. Et voilà, aujourd'hui, vous voulez encore ajouter la... Est-ce qu'il y a planification? C'était un objectif. Quand vous prenez les 8 objectifs qu'on a balancés en 2015, la malnutrition n'en parle même on pas. avait dit qu'il y avait un objectif où une femme ne devait pas mourir en donnant la vie. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas quand on dit gratuité de la maternité, c'est-à-dire, bon voilà, il faut commencer à mettre au monde comme non, il faut quand même planifier la maternité. Ça fait partie peut-être de nos objectifs quand nous allons appliquer d'ici là la politique de la santé pour tous. Mais l'objectif là disait que la femme ne peut pas mourir en donnant la vie, parce que la femme, c'est l'épine dorsale même de toute une nation. Ils ont compris qu'ils donnent plus naissance, ils meurent en donnant la vie parce que des fois ils partent dans des hôpitaux qui ne sont pas, en fait, qui ne répondent pas à d'autres normes sur le plan, en fait, correspondant aux normes de la santé. C'est pour cela qu'il a dit, bon voilà, moi je prends en fait les gouvernements, parce que quand nous parlons de la personne du chef de l'État, peut-être que les autres essaieront de croire que nous sommes en train de faire des dialogues, mais nous parlons du programme d'action du gouvernement. Il a dit que l'État doit s'impliquer parce que c'est une obligation. Nous faisons partie des États qui ont signé en fait la charte, en fait le pacte du millénaire qu'on appelle les objectifs de développement durable. C'est un objectif parmi tant d'autres qu'on devrait certainement, un enfant ne devrait pas mourir avant 5 ans par exemple, ou bien toute la politique liée à la santé des enfants, tout ça, il fallait qu'on s'implique aussi, dont la maternité faisait partie aussi de cet objectif. Ce n'est pas une chose que nous devons commencer peut-être à faire un débat, c'est peut-être parce que des amis d'enfance ne connaissent pas toutes ces choses. Moi, je suis ici sur ces plateaux en dehors de ce que Tshisekedi a dit, vous savez, il a parlé de l'accélération du départ de la MONUSCO, que les autres ont interprété de leur façon. Nous ne sommes pas là-bas parce que l'ONU avait signifié qu'aujourd'hui, en fait, les thèmes ou la thématique était de booster les États à enfin de réaliser les objectifs de développement durable. La République démocratique du Congo, dans 4 ans, qu'est-ce que la République démocratique du Congo a fait parmi les 17 objectifs pour qu'on puisse maintenant faire un débat ici autour de tous ces objectifs, en commençant par l'universalité de l'éducation primaire. Est-ce que nous aurons des élections? Il y a déjà conflit entre Kadima et son secrétaire exécutif. Je profite parce que vous ouvrez ça comme une brèche. Nous disons qu'il y aura bel et bien les élections en République démocratique du Congo. Pas parce que nous les disons, mais parce qu'il y a un organe connu de tous, un organe d'appui à la démocratie que nous appelons la Commission électorale nationale indépendante, qui a dit qu'il y aura bel et bien élection. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous mettre certainement, en fait, avancer avec la route comme les trains déjà sur les rails. Merci. Et puis dire aux gens qu'il y aura élection, bel et bien en République démocratique du Congo. Tout ce que les gens sont en train de faire autour, il y aura des élections, il n'y aura pas d'élections, ce sont des rêveurs. C'est comme ça que nous sommes en train de les appeler, madame. Serkit, il y aura élection, conflit entre Kadima et son secrétaire exécutif. Il y aura élection. Madame Minouska... N'empêche que vous rebondissez Madame en quelques minutes seulement, oui, parce Madame que nous allons vers la Minouska, l'élection est impérative. Donc, c'est-à-dire, la Constitution a clairement dit que à la fin du mandat, on doit avoir un autre président. D'ailleurs, la Constitution dit que le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant la fin du mandat. Donc, c'est un droit constitutionnel que nous, Congolais, exigeons au gouvernement en place, parce que le président de la République, qui est le garant de la nation, est là pour garantir qu'il y ait des bonnes élections. Lorsqu'on dit que la commission électorale, elle est indépendante, oui, elle est indépendante, mais elle est aussi
dirigé par le président de la République. Donc, c'est-à-dire, en tant que garant de la nation, nous voulons des élections dans le délai constitutionnel, mais alors des bonnes élections. Malheureusement, nous apprenons qu'il y a, pas encore trop bien vérifié, qu'il y a un conflit au sein du bureau de la santé de la CENI, où le secrétaire exécutif est suspendu. Voilà. Donc, pourquoi il est suspendu? On doit nous éclairer là-dessus. On ne doit pas nous laisser dans ce qu'est-ce que c'est, parce que nous savons d'où est issu celui qui a été suspendu. Premièrement. Information qu'il aurait dit au président de la CENI que M. Kadima doit dire la vérité. Vous savez, il n'y aura pas des élections. Vous savez, il y a également les dessous de cartes qui ne disent pas leurs mots. Alors, je me réserve, mais je me fie à un communiqué officiel du président de la CENI. Pourquoi? Simplement parce que pour statuer, ils ont besoin du bureau complet de la CENI. Alors, est-ce qu'ils vont élever la dame qui est brillante, qui assume l'intérim, Marie-Josée Kapinga, qui est son adjoint? Est-ce qu'on va le maintenir puisque lui, il sera parti? Alors, il y aura un conflit. C'est pourquoi j'ai dit, il est issu de quelque part. Or, nous savons comment est composée la CENI de plusieurs compositions, c'est-à-dire société civile, partis politiques de l'opposition, de la majorité, ainsi que des membres effectifs de la CENI qui évoluent normalement. Alors, est-ce que c'est pour bloquer le processus électoral? On ne sait pas. Est-ce que si on n'a pas de secrétaire exécutif, le processus va évoluer? On ne sait pas. On doit aussi évaluer, est-ce que le président de la CENI est habilité à suspendre? Est-ce qu'il y a eu plénière? Est-ce qu'il y a eu flagrance? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On doit nous éclairer le plus vite que possible pour qu'on cherche à pallier. Alors, s'il est issu de l'opposition, l'opposition aussi doit voir comment est-ce qu'il faut réfléchir là-dessus pour vite trouver des solutions par rapport à cette situation. On ne doit pas nous laisser... Alors, trop de théories, pour revenir à ce qui a été dit sur le plateau, trop de théories tuent finalement le Congo. La Chine, l'Inde, les Émirats Arabes Unis, vous pensez qu'ils ont des théories des ODD, ils consortent et tout? Vous savez combien de théories? Depuis, il y a eu combien de projets, combien de planification au Congo? Non, on a besoin des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, nous avons l'impression qu'on commence à nous déballer des théories et des théories, 17, 3, machin, 12, et finalement, on a besoin de quoi? Merci. On a besoin de projets qui ciblent l'aspiration de la population. Les gens ont été élus sur base d'un programme, sur base d'un projet. Comment aller au-delà de ce projet pour parler des théories de 17? Vous pensez que ce sont ces théories qui vont élever le pays? Merci non, beaucoup. c'est la détermination et la manière d'agir sur le terrain qui va élever la nation. Jean-Olivier, rebondir. Oui, Madame Minouchka, je suis très sidéré. Vous voyez, je viens d'attraper même la tour au regard de la position qu'a prise mon co-débatteur en ce qui concerne l'enseignement. Vraiment, je suis très choqué et je sais que même les parents, parce que nous sommes éducateurs, ils sont choqués. On ne peut pas venir défendre les erreurs au plateau et d'une manière publique, madame. D'où a tiré le ministre de l'Enseignement les droits d'organiser la deuxième session des examens d'État? Il a tiré ça de quel texte, madame? Non, on est en train de tuer l'enseignement de nos enfants. On a déjà un sérieux problème avec le système LMD au niveau des universités. Ça a démontré que ce système n'a pas marché, n'a pas fonctionné ici chez nous. Les enfants deviennent de plus en plus des poltrons au lieu de faire des recherches. Je ne sais pas quelle qualité des étudiants nous allons produire pour gérer ces pays. Et alors, M. Mwaba, 60 ans après, il nous invente une deuxième session de l'examen d'État, madame. Ça, c'est tuer l'enseignement. C'est dans la vision du chef de l'État. Madame, c'est tuer l'enseignement. Ça se repose sur quel texte? Il ne peut pas s'arranger plus de pouvoir qu'il n'a pas. Il ne peut pas s'arranger. D'ailleurs, dans un pays sérieux, monsieur le procureur général de la Cour de cassation se saisirait de ces dossiers. Dans un pays sérieux. Madame, je ne sais pas
pas si vous mesurez la gravité de ce que ça représente. À qui profite la deuxième session? À l'État congolais ou aux individus d'EPS? C'est extrêmement grave. Et sur le plan administratif, on ne sait pas comment on peut classer cette histoire de deuxième session des examens d'État. 60 ans après l'indépendance. Ça veut dire que tous les gens qui ont géré le secteur de l'enseignement ne l'ont pas bien fait. Aujourd'hui, c'est M. Tony Mwaba qui corrige les erreurs des 60 ans. Il faut quand même innover, non? Madame, on ne peut pas innover dans le mal. Vous savez, chaque acte que l'on pose a des rebondissements, a des conséquences sur la jeunesse, sur nos enfants. Un enfant qui a échoué lamentablement. Une école qui était incapable de produire une bonne qualité d'enseignement. Et aujourd'hui, après que la série est finie, c'est hier que j'ai vu sur la rue, les jeunes inonder les rues, dire voilà la deuxième session s'est tenue. Madame, finalement, qu'on n'organise même pas les examens d'État, qu'on laisse les enfants passer, et ça serait très d'accord avec ça. Alors, pour en finir, madame, les conflits, le président Kadima et la CENI n'est pas profitable au peuple congolais. Moi, je suis candidat, députable, madame. Je luttais pour avoir la caution, je luttais pour préparer ces élections parce que j'y crois encore. Mais à moins de 60 jours des élections, il y a les scènes. Vous savez les scènes c'est qui? Le secrétaire exécutif national, c'est l'organe technique. C'est lui qui dit aujourd'hui il y a élection ou il n'y en aura pas. Et ce monsieur est suspendu. Donc l'organe ne peut plus travailler pendant un bon moment dans les 30 jours. Vous imaginez? Ou c'est nous qu'on nous fait danser une danse des échecs, des échoués. Parce que là, nous sommes maintenant stressés. À 60 jours, on ne voit pas la réalité. On ne voit pas de kits se déployer même dans le secteur. Et madame, vous savez encore un autre problème que... Oui, je chute. Qui va proclamer les élections définitives de ces élections? Qui va les proclamer, madame? Parce que tous les membres de la Cour constitutionnelle sont démissionnaires. Ils sont fin mandat constitutionnel. Merci. Donc, vous voyez, les décors tels que plantés ne rassurent pas qu'il y aura élection alors que nous croyons, moi j'aime les élections parce que nous allons mettre fin au régime des jouisseurs. Merci. Il faut mettre des gens capables qui réfléchissent, qui servent la nation au lieu de mettre des gens qui sont venus jouir comme des Tony Mwaba. Merci. Justin Bouloba, rebondissez. Madame, en quelques minutes. Effectivement, je dois répondre, madame, par rapport à tout ce que nous avons entendu sur ce plateau, madame. Moi, quand je viens, ce n'est pas pour faire les idées autour des individus ou des humains. Tony Mwabakaza ne m'a jamais vu devant sa porte. Il ne m'a jamais vu dans son bureau et il ne me connaît même pas quand je vous parle. Mais nous sommes en train de parler de la race. Nous parlons d'une chose rationnelle comme nous l'avons toujours dit, madame. Quand vous venez sur ce plateau dire que la deuxième session, est-ce qu'on peut nous définir ce qu'on appelle une session? Est-ce qu'on peut nous montrer des méandres qui font qu'une autre session s'ajoute sur une autre session, madame? Non. Ce n'est pas parce que la RIB dit que c'est la deuxième session que nous devons dire non. La session est unique et nous sommes toujours dans cette session des examens d'État, édition, je crois, 2023. Mais apparemment, vous défendez l'indéfendable. Nous avons dit que c'est jamais plus. Hein? C'est les recours par rapport à... Vous savez, même les systèmes aujourd'hui des examens d'État. Aujourd'hui, les gens sont en train de se réjouir. C'est dans la vision du chef de l'État. Vous connaissez, vous et moi, comment on attendait peut-être pour avoir les décrets des parlements de ces examens d'État. Si on était resté dans ces histoires, madame, on ne devait pas être ici, on ne devait pas être là où nous sommes, madame. Moi, je ne défends pas les individus. Si c'est pour la première fois, prenons la chose en main, critiquons la chose comme des personnes sages et puis intellectuelles. Faisons ressortir les anomalies, ou bien, en fait, des choses négatives et des choses positives. Quand on trouve que les positifs ou les choses positives sont plus que les choses négatives, nous allons de l'avant. Quelqu'un qui a fait très bien son examen d'État, madame, vous connaissez que la technologie a ses caprices. Oui, je vous dis, j'ai des amis techniciens qui me disent que la technologie a toujours ses caprices. Nous ne pouvons pas nous fier à tout. Ça peut arriver que quelqu'un ait fait très bien son examen d'État, mais lors de la correction, qu'il y ait des méandres de la technologie. Pourquoi ne pas instaurer le système de recours? Vous croyez qu'à... Là, c'est tout le monde qui va... Non, c'est tout le monde qui va que maintenant, pour les échouer, doivent maintenant introduire les recours. Encore, vous devez me protéger.
C'est-à-dire que quand vous déposez... Ça veut dire que tout le monde va maintenant commencer. J'échoue aujourd'hui, on me donne la possibilité, je mets les recours, et puis c'est ça. Il y a des écoles qui ont déposé ces recours en question, qui n'ont pas été répondus favorablement. Mais quand Zadia, Tony Mwamba, que je suis en train de saluer peut-être en passant si je me suis, a compris qu'il y avait des écoles comme ça qui étaient lésées autrefois. Aujourd'hui, quand vous déposez votre recours, il y a toute une commission qui doit étudier avec, je crois, le département, je crois, de la correction. Voir si c'est réellement, on doit vous remettre sur vos droits. C'est une innovation. Merci. Prenons cela et puis allons-y de l'avant. Je ne sais pas si vous répondre parce que vous avez posé la question liée à la CENI. On dit en administration que les hommes passent, les institutions restent. La CENI est dirigée par les hommes, certainement, qui manipulent cette dite institution. Si aujourd'hui il y a suspension d'une personne, vous allez me faire croire ici sur ce plateau que la CENI doit s'arrêter, madame. Merci beaucoup. Je ne pense pas. Merci. Je ne pense pas. Il y a en administration un titulaire et un adjoint. Il y a toujours une façon, quand on suspend quelqu'un, il y a une autre façon de repêcher une autre personne pour que l'institution puisse aller de l'avant. Nous vous disons bel et bien qu'il y aura une élection, serrez vos ceintures et mettez-vous en marche aux aguets, puis d'ici là, je crois que vous allez... Cerquite, mot de la fin, 30 secondes. Oui, j'aimerais dire ceci. D'abord, par rapport aux examens d'État, les recours, je vous confirme que c'est une opération qui existe depuis bien longtemps. Donc, si vous êtes mal publié ou si vous n'êtes pas satisfait par rapport à la publication, vous pouvez introduire ce recours. Mais par rapport à ce que le co-débatteur a dit d'en face, il a dit exactement ceci. Organiser encore des sessions, hein, des examens d'État, qu'on réorganise les examens d'État. C'est écrit où, alors que, bon, il est certes possible, au cas où les zones sont en conflit et tout, ils peuvent réorganiser, mais réorganiser les examens par rapport à ceux qui ont déjà présenté les examens d'État. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique un peu, parce que là, ça prête quand même conflit. Par rapport à la CENI, là je suis en train de conclure déjà, par rapport à la CENI, eh bien, celle qui vient juste après celui qui vient d'être suspendu, elle est très compétente. C'est une dame qui a œuvré pendant longtemps à la CENI, mais est-ce que c'est ce qui est prévu? Logiquement, c'est elle qui, d'automatique, doit exercer la fonction, mais par rapport aux publications, par rapport au déroulé des activités de la CENI, est-ce qu'elle est à même de statuer par rapport au finish? Donc les politiciens doivent vraiment prendre en compte cette suspension pour qu'il n'y ait pas de blocage sur le plan de processus électoral. Mais le gouvernement doit également financer les élections. Maître Jean-Louis, concluez, oui. Le mot de la fin. Merci madame pour la parole. Je demande à monsieur le président de la République, au Premier ministre, d'arrêter cette histoire des erreurs commises par le ministre de l'Enseignement en train d'organiser les recours ou la deuxième session, ce qui ne profite pas l'enseignement. Ça c'est tuer l'enseignement, madame. On ne partage pas ces vies. Monsieur le président de la République, vous avez les bâtons, veuillez remettre de l'ordre et monsieur le Premier ministre, votre gouvernement en souffre de ces irrégularités. Merci. S'agissant du problème de la CENI, nous demandons au président de la CENI, M. Kadima, nous en avons marre avec des CENI qui nous organisent des élections contestées, chaotiques. S'il vous plaît, M. Kadima, nous sommes à 60 jours des élections. Nous vous prions de prendre toutes les dispositions possibles, d'être impartial. Même si tu es partisan de quelque chose, mais manifeste l'impartialité pour que les gens puissent créditer ces processus. Merci. Alors, nous voulons vraiment de véritables élections, s'il y en aura. Au cas contraire, l'article 64 de la Constitution. C'est au rendez-vous. Donc, le président ne pourra plus régner après le 21. Justin, veuillez conclure. Merci, madame. Je tiens à saluer le discours du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies. En tout cas, c'est le président qu'on cherchait depuis tous ces temps, parce que nous sentons réellement... Dialelo, hein? Oui, non, c'est pas les Dialelo, c'est pas les Dialelo. Quand quelqu'un mérite ses éloges, moi je ne suis pas de ceux qui viennent avec des fleurs seulement quand quelqu'un, en fait, n'est plus. Non, quand quelqu'un est encore vivant, c'est le moment de jeter des fleurs sur quelqu'un. Mais une chose, c'est l'entourage aussi du chef de l'État. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu maintenant multipolaire. Vous voyez que le monde est dans les caisses qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Mais une chose que nous comprenons, le chef de l'État ne vend pas aussi l'image de la culture congolaise au niveau international. Quand vous avez vu Zelensky, madame, sur
la chaire des Nations Unies. Il présente quelque chose par rapport à la situation de son pays. Merci. Quand vous voyez nous là, quand vous voyez tous ces gens-là, même le président nigérien, donc vous sentez que ça c'est la culture de tel pays. Mais bon, pourquoi ne pas conseiller aussi au chef de l'État des fois que quand il se retrouve dans des concerts pareils, nous devons sentir la culture congolaise. Qu'on sente réellement que la République démocratique du Congo is back, comme les anglophones le disent. Donc on sente quand même ça. Non, le monde n'est plus dans le système. Merci de reconnaître ce que moi j'avais dit ici. De toute façon, merci beaucoup. Voilà. Donc, merci aux téléspectateurs, à la prochaine fois. Les co-débatteurs étaient honnêtes. Merci beaucoup. Les co-débatteurs étaient honnêtes. Non, quand on est honnête, on dit que c'est ça. Oui. Nous avons dit sur ça qu'on doit revoir. C'est la fin de l'émission.